Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vais vous parler d'acoustique, comme le disait Joss il y a quelques minutes, et on va se poser quelques questions très simples sur l'acoustique des fenêtres. Finalement, j'ai calqué, si vous voulez, la méthodologie du webinar sur l'acoustique sur ce que j'avais fait en thermique il y a 3 semaines de mémoire. Alors, bien sûr, la fenêtre, c'est un élément de l'enveloppe qui laisse aussi passer le bruit. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ça passe plutôt par le mur, plutôt par le toit, plutôt par les parois, plutôt par la fenêtre? Faut quand même se dire que la fenêtre est quand même le seul élément de l'enveloppe qui vient boucher un trou dans une maçonnerie. Et que globalement, on va demander encore à la fenêtre énormément de propriétés thermiques, on le sait déjà, mais aussi des propriétés acoustiques, parce que ça va être en quelques millimètres d'épais, grosso modo, le vitrage, vous avez vu, ça fait 28-30 mm maximum. Il va falloir qu'on arrive à arrêter le son avec un challenge complet relativement au trou qui va être bouché dans la maçonnerie. Et ça, croyez-moi, c'est déjà un tour de force. Ça commence par ça. C'est bien plus facile d'arrêter du bruit avec un parpaing de 25 cm d'épais que d'arrêter du bruit avec une toute petite fenêtre et qui plus est s'ouvre et en général a un élément de jonction en plein milieu qui s'appelle l'ouvrant à la française. Donc si vous voulez, là déjà, il y a quand même un challenge qui se profile. Alors, je vais continuer. Vous avez sûrement tous vu les différents paramètres et vous avez tous porté une attention particulière à tout ce qui était le RW, le RA, le RATR, le DNTW, le DNTATR. Et puis, je vous pose une petite question à vous, les auditeurs. Est-ce que vous vous y retrouvez parmi tout cela? Alors, j'attends 1 minute ou 2 pour voir si quelqu'un veut bien se lancer dans une explication, mais je me propose déjà de discerner et de vous faire quelque chose d'assez clair relativement à tous ces paramètres-là qu'on vous balance en général, soit dans les CCTP, dans les cahiers des clauses techniques particulières, soit qu'on vous balance à la tête parce que les gens, ils ont vu ça sur Internet et ils vous disent « Ah ben non, moi c'est le RW que je veux. Ah ben non, moi c'est le RATR. Ah ben non, moi c'est le DNTW. » Ah ben… Bon, vous vous y retrouvez dans tout ça? Alors, je vais essayer de vous montrer par cette conférence la manière de s'y retrouver de manière très simple et je vais vous montrer comment on fait pour une fenêtre. Alors, en ces temps de confusion générale, je pense que nous, les professionnels, on a quand même intérêt à bien expliquer ce que sont tous ces coefficients. Et croyez-moi, sur le terrain, c'est pas du tout évident parce que il y a quand même énormément de confusion. Les gens racontent beaucoup de choses, souvent erronées. Des fois, ils demandent des performances pour nos fenêtres qui sont bien au-delà de ce qui est nécessaire. Et parfois, c'est le contraire. C'est-à-dire, ils demandent des performances pour nos fenêtres qui sont bien en deçà de ce qu'il faudrait. Alors, je vais un tout petit peu continuer. À votre avis, une oreille humaine, à quel bruit est-elle sensible? Alors, je prends l'oreille humaine, en général, une oreille humaine d'un jeune de 25 ans qui n'a pas été en boîte de nuit et qui n'a pas perdu son audition. Parce que au fur et à mesure de l'âge, malheureusement, nous perdons de l'audition. Mais nous perdons de l'audition. Alors on pourrait dire il y a peu besoin de fenêtres acoustiques quand on est vieux. Ah ben non, pas du tout. C'est pas ça du tout qu'il faut. C'est parce que l'être humain, quand il vieillit, perd de la perception acoustique dans les hautes fréquences. Et malheureusement, c'est pas ce que la fenêtre arrête. Et c'est pas les bruits qui dérangent l'être humain. Donc globalement, tout au long de sa vie, l'être humain, globalement, il va entendre des fréquences entre 20 Hz et 20 000 Hz. Alors, c'est les sons aigus, vous voyez que c'est la petite zone verte,
ça va de 2000 à 20 000 Hz. Les sons médiums, c'est de 200 Hz à 2000 Hz. Et les sons graves, c'est de 20 Hz à 200 Hz. Donc, les sons graves, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un camion au ralenti à un feu rouge qui attend que le vert passe. Donc, c'est le fameux boum, 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 boum qu'on entend. Les sons médiums, ben, c'est le son de ma voix, là, peut-être un peu forte dans vos haut-parleurs, c'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Et puis, les sons aigus, ben, les sons aigus, c'est plutôt, ça va de la voix des bébés humains, qui sont aux alentours de 3000 Hz, jusqu'aux oiseaux qui chantent. Alors, vous allez me dire, bah, dites donc, nos fenêtres, elles ont encore un sacré challenge parce qu'il va falloir que nos fenêtres arrêtent tous les bruits à chacune des fréquences de manière totalement efficace. Ce qui veut dire que nos fenêtres, elles doivent être efficaces des fréquences graves, grosso modo 20, 30, 40 Hz, quand on a mon âge, j'entends à partir de 40 Hz, grosso modo, jusqu'à, allez, 20 000. Sauf que je vous ai dit que 20 000, ça gênait pas tellement. Et du coup, en bâtiment, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en bâtiment, on ne teste, c'est peut-être un peu petit là, je suis désolé, mais on teste nos produits de 20 Hz à 6 000 Hz. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée, 6 000 Hz, c'est une voix extrêmement aiguë d'une chanteuse d'opéra. Voilà. C'est la dernière note du piano à droite du clavier pour les musiciens. C'est à peu près ça. Voilà. Après, on peut monter encore dans les aigus, c'est les oiseaux qui chantent, tout ça, mais globalement, l'être humain n'est pas trop dérangé par le chant des oiseaux ou les sons très aigus de la ville. Donc, nos fenêtres n'auront pas à être très efficaces, si vous voulez, dans les fréquences très aiguës, parce qu'on n'en a pas besoin. L'être humain n'en a pas besoin. Donc, pour pouvoir comparer les fenêtres de manière objective et tous les produits du bâtiment, il faut que vous sachiez qu'on les teste de 20 à 6 000 Hz tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et toutes les normes européennes et mondiales ont été basées sur des tests entre 20 et 6 000 Hz. Ça vous permet, vous, de vous dire, quand vous avez un PV acoustique, oui, ça a été vraiment comparé dans des conditions similaires et je suis rassuré parce que un PV acoustique allemand ou un PV acoustique anglais ou un PV acoustique français seront comparables. Parce qu'on a testé nos produits dans les mêmes domaines de fréquence. Les sons graves, les sons aigus, les sons médiums et les sons aigus. Grosso modo, les graves 100 à 400 Hz, les sons médiums 400 à 1000 et quelques, 2000, et puis les sons aigus de 2000 à 6000. Et puis on s'arrête là. Parce que l'être humain, il va être dérangé par ces bruits-là. Donc, ce n'est pas la peine d'aller au-delà. Donc déjà, on a dû réduire parce que c'est tellement compliqué en nombre de fréquences qu'il faut qu'on teste nos produits de manière à peu près similaire et identique. Et là-dessus, il y a des normes. Alors, comment on fait pour tester une fenêtre? Comment on fait pour tester une fenêtre? Je vais vous montrer comment on arrive à tous les coefficients bizarres que je vous ai cités dans le premier transparent, parce que ce n'est pas du tout évident d'y arriver. Alors, comment on teste une fenêtre? Vous voyez, la fenêtre, c'est le rectangle jaune qui est entre une chambre d'émission, qui est en fait un bloc de béton dans lequel on va faire du bruit, et une chambre de réception qui est sur la gauche, dans lequel on va mesurer le bruit qui va uniquement passer par la fenêtre. C'est-à-dire qu'on va minimiser tous les bruits qui se transmettent par le bloc de béton, et voyez que les blocs de béton sont totalement isolés du sol sur on va dire, des amortisseurs acoustiques, de telle sorte à ce que les bruits dits solidiens ne se transmettent pas, mais que seuls les bruits aériens passent à travers notre fenêtre. Alors là, si vous voulez, on émet, je vais être clair avec vous, toutes les fréquences, à toutes les puissances, de manière totalement aléatoire, et on va mesurer ce qu'on réceptionne de l'autre côté à travers notre fenêtre.
le test acoustique en labo est très compliqué à faire parce qu'il doit couvrir l'ensemble de tous les bruits de la vie humaine. Ça va des trains, des avions, des freinages, des bruits du café d'en bas, des verres qui claquent parce qu'au 3e étage, les gens veulent dormir et en bas, il y a un bar qui reste ouvert jusqu'à 2 heures du matin, enfin des choses comme ça. Et on est obligé de tester notre fenêtre sur toutes ces gammes de bruits. Alors, bien entendu, on va envoyer ces bruits de manière totalement électronique, ça va être recréé de manière artificielle. Donc, il y a un logiciel qui va créer tous les bruits et on va mesurer de l'autre côté ce qu'on réceptionne de l'autre côté de la fenêtre. Et là, vous allez me dire, bah ouais, mais qu'est-ce qu'on en fait là? Parce qu'attends, c'est vachement compliqué. Eh ben ouais, c'est vachement compliqué. Et je vais vous expliquer pourquoi on a essayé de rendre ça très simple. Alors, on mesure de l'autre côté et qu'est-ce qu'on voit? Alors, vous avez 3 courbes. Vous voyez que en fonction des fréquences, on va mesurer réellement avec la courbe bleue ce qui va être transmis par la fenêtre dans la chambre de réception. Donc, vous voyez que les mesures brutes, quand on envoie un bruit à 100 Hz, eh ben notre fenêtre, elle a une atténuation de 25 décibels. Quand on envoie un bruit à 200 Hz, elle a une atténuation de 19. Quand on envoie un bruit de 300 Hz, elle atténue à 30, pratiquement, pas tout à fait. Quand on envoie un bruit à, alors attendez, 100, 200, 300, 305, 400 Hz, elle a une atténuation de 30, etc. Et en fait, vous vous apercevez que notre fenêtre, elle n'est pas du tout régulière en fonction de l'atténuation qu'elle va donner par rapport à la fréquence à laquelle elle est soumise. Du coup, vous avez une fenêtre qui va vous donner une réponse qui est totalement différente en fonction de la nature du bruit à laquelle elle est soumise. Alors vous allez me dire, oh là là, mais quel bazar, mais comment on va faire pour donner la valeur de la fenêtre dans sa globalité? Alors là, c'est là que les magies des mathématiques et de la physique interviennent, puisqu'il y a des logiciels faits par des mathématiciens qui vont dans un premier temps essayer d'uniformiser avec la courbe verte tous les résultats qu'on trouve réellement avec notre fenêtre. Et vous apercevez qu'avec la courbe verte, on a essayé d'uniformiser, donc de lisser les mesures que l'on avait trouvées en laboratoire pour la fenêtre donnée. Ce que je vous donne, c'est une vraie fenêtre que j'ai mesurée. Alors, ce n'est pas une fenêtre VK, malheureusement, c'est d'une autre marque, mais peu importe, c'est une fenêtre PVC qu'on a mis et que je vous ai retranscrit. Et les normalisateurs vous disent, la fenêtre aura l'atténuation acoustique que la courbe déterminera pour la valeur de 500 Hz. C'est la norme. C'est-à-dire que à 500 Hz, on regarde la valeur de l'atténuation et on s'aperçoit que notre fenêtre, elle a un RW de 34 décibels. Donc, messieurs, mesdames, quand vous voyez un RW, c'est la valeur retraitée informatiquement des mesures obtenues en laboratoire. Ce RW, il vous permet de dire, ben voilà, c'est la valeur brute de ma fenêtre. Elle est comme ça. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais attendez, le RW, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est une valeur donnée par les normes. Il fallait bien qu'on commence par quelque chose, il fallait bien qu'on fixe les limites à un certain endroit, et tous les acousticiens du monde se sont mis d'accord pour dire, eh bien, l'informatique nous donnera le RW de la fenêtre à une valeur de 500 Hz, point barre. Et tous les gens du monde
les Américains, les Japonais, les Chinois, les Européens comparent les produits du bâtiment en acoustique ainsi. C'est une norme internationale. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais nous on l'utilise jamais le RW. Eh ben non, vous n'utilisez jamais le RW. En effet, parce que le RW, c'est une valeur qui a été déterminée par l'informatique. Et néanmoins, nous, êtres humains, on est soumis à différents types de bruits. Nous sommes soumis à des bruits tels les bruits d'une route, les bruits d'un aéroport ou les bruits d'une voie ferrée, qui, quand on les analyse, ont plutôt des fréquences faibles qui sont importantes, les camions qui rugissent, les trains qui freinent, les frottements des roues sur les rails métalliques, le réacteur d'un avion, c'est plutôt des fréquences faibles. Donc, c'est ce qu'on appellera les bruits route. Et puis, il y a un autre type de bruit qui nous gêne, c'est le brouhaha ambiant. Alors, le brouhaha ambiant, c'est par exemple quand vous allez faire vos courses à Carrefour, à Leclerc ou à Intermarché le samedi, en pleine heure de pointe, où vous avez dans le magasin le directeur commercial qui crie dans le micro qu'il y a des promotions au rayon foie gras, qu'il y a les chariots du côté qui sont remués, qu'il y a les gens qui causent dans les rayons, et vous avez un espèce de brouhaha ambiant qui est un bruit rose et qui finalement est à peu près constant, quelle que soit la fréquence. Donc l'acoustique en fenêtre va devoir réagir à deux choses. Premièrement, quelle sera la valeur d'atténuation de notre fenêtre quand je serai soumis à un bruit de la route, et quelle sera la valeur de ma fenêtre quand elle sera soumise à un bruit de dehors, comme un brouhaha, comme un trafic routier lancinant. Ça peut être une autoroute située à 50 mètres ou des choses comme ça. Du coup, vous avez deux types de bruits qui rentrent. Alors là, je vous ai donné quelques rappels d'ordre de grandeur en décibels. Je ne vous fais rien découvrir. Hein. La voix avec laquelle je parle est aux alentours de 60 décibels environ. Un aspirateur que vous mettez en route commence à arriver à 80 décibels. C'est énorme. Hein. Donc voilà. Ensuite, le bruit rose, eh bien, c'est un bruit qui a été normalisé par les acousticiens mondiaux et qui va être introduit dans le logiciel pour vous dire quelle serait la valeur de l'atténuation acoustique de votre fenêtre si elle était soumise à un bruit rose. Et ça, mesdames, messieurs, je ne peux pas l'inventer, on est obligé de le calculer. C'est-à-dire que les mesures du laboratoire sont faites sur toutes les fréquences, sur toutes les bandes, et après on retraite informatiquement le bruit en simulant un bruit rose et en simulant, je vous le donne juste après, un bruit route qui, comme vous le voyez, a des niveaux sonores très importants, puisque à 125 Hz, c'est le camion ralenti au feu rouge et aux alentours de 85 décibels, 250 il est aux alentours de 84, 500 il baisse un peu, 80, et au fur et à mesure que la fréquence diminue, l'intensité du bruit route diminue. Donc finalement, les deux bruits auxquels notre fenêtre sera soumise pour l'être humain, ce sera une détermination informatique de simulation d'un bruit route et ce sera une détermination de son atténuation si elle est soumise à un bruit rose. Et alors, il va y avoir la valeur de référence qui est le RW qu'on vient de trouver, qui était, je vous le rappelle, à 34 décibels, et on va calculer les coefficients d'atténuation informatiquement, c'est les fameux C rose qui va vous permettre de dire si ma fenêtre était soumise à un bruit qui soit purement rose,
elle aurait une atténuation acoustique, non pas de 34, mais c'est bien ma valeur de base. Il va falloir que je lui retire 2 décibels. Elle ne sera plus qu'à 32 décibels d'atténuation. Et là où la surprise en général arrive, c'est quand le calcul du coefficient de correction acoustique arrive quand c'est un bruit route. Comme le bruit route est très difficile à arrêter parce que c'est en général un bruit qui est formé par des fréquences puissantes et graves, eh bien, le coefficient d'atténuation, il est toujours négatif et malheureusement, il dégrade la performance de la fenêtre. Or, vous l'avez vu tout à l'heure, notre fenêtre, il est vrai que dans les basses fréquences, elle est moins performante que dans les hautes fréquences, vous l'avez vu. Donc, il est normal que l'atténuation en bruit route pour une fenêtre soit moindre que l'atténuation en bruit rose. Donc, du coup, le RA, le coefficient d'atténuation en bruit rose, c'est le 34 moins 2. Le 2, vous ne le calculez pas, hein, il vous est donné par le logiciel et le PVDC acoustique. Et le bruit route, c'est le RATR, c'est le fameux RW qu'on a calculé tout à l'heure, le fameux 34, mais auquel on retranche 5 décibels parce que notre fenêtre, elle est moins performante dans les basses fréquences. Du coup, eh bien, votre RATR vaudra 29 décibels, votre RA vaudra 32 décibels, et c'est bien l'atténuation acoustique que vous êtes en droit d'attendre de votre fenêtre. Je résume. Imaginez que dehors, il y ait un bruit route que je mesure avec un sonomètre. C'est 3 camions et un bus touristique à l'arrêt à un feu rouge, et je mesure 80 décibels. Je mets ma fenêtre en place et je suis dans ma salle à manger juste en face ce fameux feu rouge. Allô? Allô, allô? On est coupé On n'est pas coupé, on a juste perdu la présentation. Je vais simplement la remettre. Pas de problème. D'accord. Alors attendez, vous étiez juste là. Voilà, j'en étais là. Revenez juste en arrière si vous le voulez bien. Voilà. Donc, ce bruit route que je vous expliquais, il est de 80 décibels. Dans ma salle à manger, je devrais être censé mesurer 80 moins 29. C'est-à-dire que ma fenêtre, pour les basses fréquences, a 29 décibels d'atténuation acoustique. Donc 80 moins 29, je dois mesurer avec un sonomètre en bruit route 51 décibels dans la salle à manger de l'autre côté. En bruit rose, elle serait plus performante puisque je retirerai 32 décibels. Donc 80 moins 32, normalement, ça fait 48. Donc de l'autre côté, en fonction du bruit de sollicitation extérieure, je ne mesure pas le même niveau de bruit en fonction de la source sonore. Néanmoins, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais nos fenêtres sont toujours soumises à une majorité de bruit route. Et c'est là où malheureusement nos fenêtres ont une petite lacune. Alors la lacune, elle ne vient pas de nos profilés, hein. Elle vient du verre. Elle vient du verre qui est j'allais dire, qui est le maillon faible de l'acoustique dans une fenêtre, puisque c'est le verre et son épaisseur notamment qui va conférer à la fenêtre sa performance dans le coefficient d'atténuation. Donc, plus le verre est épais, moins grand sera le coefficient de correction. Du coup, vous pourriez avoir un CTR, au lieu qu'il vaille moins 5, il vaudra peut-être moins 3, si vous mettez un verre de 10, par exemple. Donc, ce qui permettrait, si vous voulez, d'améliorer considérablement l'indice RATR de nos fenêtres en
augmentant l'épaisseur du verre. Mais là, je suis en train d'ouvrir des portes ouvertes ou des fenêtres ouvertes parce que vous le savez déjà. Mais ce que je voulais que vous preniez conscience, c'est de là d'où ça venait et pourquoi on fait ça. Voilà. Donc, du coup, vous êtes tranquille parce que le RW, finalement, c'est la valeur de base et vous vous servirez du RATR en général. Donc, faites bien attention quand vous avez des demandes parce que souvent, moi, je vois des demandes qui n'ont ni queue ni tête avec des gens qui confondent tout et qui comprennent rien à rien. Or, le webinar a bien pour objectif de bien vous faire saisir cet aspect de la performance physique de nos fenêtres et notamment de bien discerner ce qu'est le RA et le RATR. Alors maintenant, vous allez me dire, bon, c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce que j'en fais? Ah, il y a une question peut-être Oui, c'est ça, c'est pour ça que je prends la parole. Il y en a une qui peut attendre, mais là, il y en a une qui, je pense, qui concerne directement ce sur quoi vous êtes en train de parler. Allez-y. Le R que l'on obtient par un sonomètre est lequel? RW, point d'interrogation. Alors, le R que l'on obtient par le sonomètre, c'est la mesure du bruit absolu dans la pièce. C'est-à-dire, ce sont les décibels que vous mesurez dans l'absolu. Hein? Le R d'un sonomètre, c'est un R qui intègre l'ensemble du spectre auditif. Donc, le sonomètre, il est normalement étalonné pour pouvoir prendre l'ensemble des bruits, lui. Donc, ce que vous avez avec un sonomètre, c'est un RW, oui. C'est un RW en mesure absolue. Tout à fait. Voilà. J'espère répondre à la question. Je redisparais en attendant. D'accord. Alors, maintenant, comment on fait sur un chantier? Parce qu'on se dit, c'est bien gentil, mais… Alors, quand vous avez une façade où on vous demande un DNTATR de 35, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une façade, dans sa globalité, c'est-à-dire le mur percé de ses ouvertures, doit présenter, si on mesure avec un sonomètre de l'autre côté, 35 décibels de moins que la sollicitation du bruit qui est côté de la rue. Et vous allez me dire, bah oui, mais on met quoi comme fenêtre? Eh bien, malheureusement, nous sommes obligés d'édicter des règles professionnelles parce que la théorie physique de la modélisation de l'acoustique n'existe pas encore. Et on s'est aperçu que quand vous avez une façade qui nécessite un isolement acoustique de 35 décibels, il faut que vous puissiez mettre des ouvertures dont le RATR peut être de 33 décibels. Ça suffit. Simplement parce que la surface des ouvertures dans une façade est minoritaire par rapport à la surface du mur et vous pouvez vous permettre 2 décibels de moins que l'isolation de façade requise pour quand même satisfaire à l'exigence du bureau acoustique sur l'isolation de la façade. Donc là, vous ne prenez pas de risque. Bien entendu, il faut un PV, hein, on est bien d'accord. Quand vous avez un volet roulant, alors attention, hein, attention parce que la performance du volet roulant, c'est la performance de la façade auquel il faut ajouter 12 dB avec le tablier enroulé. Donc du coup, pour un volet roulant, donc avec un coffre, bien entendu, il y a une règle où il faut ajouter, donc la contrainte augmente d'au moins 12 décibels si vous voulez atteindre vos 35 décibels d'isolation acoustique. Quand il y a une entrée d'air, alors attention, en général, c'est la performance de la façade auquel vous ajoutez 6 décibels et ça vous fait des entrées d'air qui sont plutôt aux alentours de 41 décibels d'isolation acoustique, mais certifiée. Parce que, bien évidemment,
il faut que vous savez très bien qu'on mesure à plus ou moins 1 décibel et globalement, on n'est pas toujours sûr du coup. Donc, globalement, il faut que vous vous conformiez à ces règles professionnelles pour que vous soyez quasiment certain d'atteindre l'objectif à chaque fois. Donc, vous voyez, je vais tuer tout de suite quelque chose. Quand les architectes, excusez-moi, il y en a peut-être parmi vous, hein, et tant mieux, quand les architectes vous disent « Ah ben non, moi j'ai une isolation de façade à 35 dB, je veux des fenêtres à 35 », eh ben non, c'est une connerie. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc déjà, ça tue quelques trucs. Hein. Ça ne sert pas. Alors, sauf si vous voulez être plus royaliste que le roi, mais passer de 35 à 37, c'est des vitrages différents, c'est des conceptions différentes, c'est un nombre de gages différents parce qu'il faut écraser plus le joint. Enfin, il y a tout un tas de contraintes derrière qui renchérit le prix de votre produit. Mais globalement, si vous vous conformez à ces règles professionnelles, vous n'aurez pas de soucis. Alors, bien entendu, il y a quelques cas, il y a quelques corrections qui s'imposent. Si les fenêtres occupent plus de 50% de la façade, alors attention, là, on est dans le cas contraire. C'est-à-dire, si vous avez des fenêtres dont l'occupation est de 55 ou 60% de toute la façade, des grandes baies vitrées, alors là, attention, la performance acoustique sera bien évidemment prépondérante au niveau de la fenêtre parce que ce sont les fenêtres qui vont prendre évidemment le plus de bruit en proportion de surface. Du coup, là, cette fois-ci, il va falloir renchérir l'isolation. Vous comprenez? Donc, il faudra que vous rajoutiez 3 décibels à la valeur du DNTATR moins 2. Donc, vous serez aux alentours de 36. Donc, ça fait, allez, grosso modo, 1 décibel ou 2 de plus que l'isolation de façade. Si le local est inférieur à 30 mètres carrés, son volume, le volume du local, ça se voit dans les EHPAD ou les studios pour étudiants, des choses comme ça. Hein. En général, on rajoute aussi 3 décibels parce que le volume intérieur du studio est faible. Donc, du coup, l'atténuation du son et les corrections acoustiques sont plus faibles. Donc, c'est la raison pour laquelle on est plus sévère. Et puis, si la pièce présente plusieurs entrées d'air, eh ben, malheureusement, il faudra renchérir, si vous voulez, les exigences sur les entrées d'air pour aller à des entrées d'air beaucoup plus acoustiques que prévu. Alors, vous voyez que tout ça, quand même, c'est quand même de l'à peu près. Hein. C'est quand même pas très satisfaisant pour les techniciens ou pour les physiciens qui se disent finalement l'acoustique, dis donc, il y a quand même un sacré paquet de règles professionnelles, empiriques, qui viennent s'ajouter, si vous voulez, à ce qu'on connaît déjà, mais qui finalement, on marche un peu à tâtons. Hein, on marche à tâtons. Bon, bah écoutez, normalement, ça devrait s'améliorer dans les années qui viennent parce que j'essaye, moi, de mon côté, d'essayer de faire des modèles acoustiques avec quelques thèses que j'ai lancées au niveau de l'université du CNAM dans laquelle j'enseigne. Et j'espère que bientôt, nous disposerons de logiciels de modélisation qui vous feront prédire la performance de votre fenêtre avant que vous la construisiez ou avant que vous la mettiez. Ça nous aiderait beaucoup parce que, vous voyez, en thermique, on a déjà ce type de logiciel et de modélisation, alors qu'en acoustique, on ne l'a pas. Alors, je vous rappelle un peu les ordres de grandeur. Vous voyez que quand on arrive en discothèque, par exemple, on arrive à des niveaux de 110 décibels. 110 décibels, ça peut être le niveau mesuré tout près du périphérique parisien. Ça arrive de mesurer 100-105 décibels. C'est assez infernal, il faut le reconnaître. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument protéger les gens et avoir des isolations acoustiques absolument performantes pour abaisser au moins ces niveaux de 35 à 40 décibels. Hein. C'est énorme. Sachez que les décibels ont été un système inventé pour qu'on puisse aller de 0 à 160 environ. Hein. Un avion au décollage à 140 décibels, en général, vos tympans sont détruits. C'est-à-dire, si vous êtes tout près d'un avion au décollage, vous êtes sourd à vie, hein, c'est fini. 140 décibels, on est extrêmement choqué. 150, 160 décibels, alors il y a un coup de feu, bon, c'est très bref,
Mais si vous êtes soumis à 150, 160 décibels, on meurt instantanément. C'est l'onde de pression qui décolle l'intérieur de vos poumons et nous fait mourir immédiatement, sachez-le. En général, pour vous donner des échelles de bruit, quand les gens malheureusement succombent à un attentat par une bombe, en général, ils ne sont pas du tout tués par les débris de la bombe qui viennent se loger dans les chairs, ils sont tués par le son de l'explosion qui les tue instantanément et ils ne reçoivent malheureusement les débris que quelques millièmes de seconde après, mais ils sont déjà morts. Donc, quelque part, c'est le bruit qui tue avant les projectiles. Voilà. Donc, pour sensibiliser au bruit, je pense que vous savez que tout ce qui est, je dirais, activités de la vie courante, les aspirateurs, les voix, les brouhahas sont plutôt aux alentours de 80, 90, 100 décibels. Et c'est là que on s'aperçoit que dans les usines, par exemple, il faut absolument mettre des bouchons d'oreille pour se protéger. Donc, nos fenêtres, elles doivent satisfaire à un challenge absolument extraordinaire, c'est de pouvoir nous isoler du bruit et en même temps d'être thermiquement performants. Donc, c'est encore un deuxième challenge qu'on demande à nos fenêtres, vous comprenez? Et ça, c'est pas évident, hein, pas évident. Alors voilà, bah écoutez, ça termine ce webinaire. J'espère qu'il n'a pas été trop long et qu'il n'est pas trop ennuyeux. Je vous remercie vraiment de votre attention et je suis ouvert aux questions. Il y en a justement 2 qui sont arrivées pour lesquelles je ne vous ai pas interrompu. Alors, la dernière, c'est quelle réduction de fréquence avec un feuilleté acoustique? Alors, en général, les feuilletés acoustiques agissent énormément sur les basses fréquences. Et il se trouve que le feuilleté acoustique a ceci de positif, c'est qu'il se comporte comme si c'était un vitrage monolithique de la même épaisseur que la somme des 2 verres qui composent le feuilleté acoustique. Je m'explique. Quand vous avez un verre de 10 mm, un verre de 10 mm en monolithique va essentiellement agir sur les basses fréquences. Les basses fréquences entre 100 et 500 Hz, grosso modo. C'est la raison pour laquelle le RATR est bien meilleur pour les fenêtres qui sont équipées d'un vitrage de 10 mm, mais on peut encore mieux faire. Si on met un feuilleté acoustique composé de 2 verres de 5 mm avec une feuille de PVB à l'intérieur, c'est le fameux feuilleté. Le PVB, ça veut dire polyvinylbutyral, qui permet, si vous voulez, de jonctionner les 2 feuilles de verre de 5 mm, les unes entre elles, de telle sorte à ce que la performance acoustique de ce feuilleté est un peu meilleure à celle d'un verre de 10 mm, tout simplement parce qu'il y a des fréquences de résonance qui ne se produisent pas avec le feuilleté acoustique et il joue un tout petit peu le rôle d'amortisseur, donc il est un peu meilleur. Donc le feuilleté acoustique peut être agréablement utilisé dans nos compositions verrières pour encore arrêter un peu mieux les basses fréquences. Alors en effet, le feuilleté acoustique agit sur plutôt les basses ou moyennes fréquences. Oui, il agit là où la fenêtre est la moins bonne. Et c'est bon. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, hein. On met des verres de plus en plus épais. Alors attention, hein, c'est au détriment de la thermique. C'est-à-dire, plus vous augmentez votre verre, plus vous êtes acoustique, mais alors, mince, pas de bol, vous diminuez l'interstice entre les 2 verres. Du coup, vous abaissez le phénomène d'isolation de l'argon entre les 2 verres qui va augmenter la convection de votre argon entre les 2. Vous allez perdre un petit peu en UW, enfin en UG. Est-ce que je réponds à la question ? Alors, en attendant qu'ils répondent, moi, je peux en poser une autre parce qu'on en a encore qui sont arrivés. Tant mieux. Sur la diapositive 10, celle-ci, oui. On a eu une demande. Auriez-vous d'autres exemples de courbes, d'autres fenêtres, pour se faire une idée des tendances ? Alors,
là, j'en ai pas là j'en ai pas là à vous montrer immédiatement. Sachez que cette fenêtre-là en PVC est très représentative de la fabrication standard. Celle-ci, elle était pas particulièrement acoustique, si vous voulez. Hein. 29 dB, c'est un 416.4 standard ou 418.4, quoi, grosso modo. Maintenant, en effet, s'il y avait une fenêtre plus acoustique avec un verre qui soit plus épais, nous aurions eu des points bleus. Est-ce que vous voyez ma souris? Vous voyez ma souris quand je mets la souris? Ah non, vous ne voyez pas. Non. Alors, voyez par exemple, le premier point bleu qui est à 100 Hz, il est juste à peu près à 25. Et les 3-4 points bleus qui suivent vous font comme un verre, un trou là, il y a comme un trou. Eh bien, on aurait eu une ligne bleue qui irait directement de 25 à 30 et on aurait comblé tous ces trous là. Et c'est là la lacune, si vous voulez, du 416.4. Il est bien là. Si on avait mis un feuilleté acoustique, on aurait bien remonté ça. Du coup, la courbe verte aurait été bien plus haute dans les basses fréquences. Et on aurait vachement gagné en RATR. Mais au niveau des hautes fréquences, quel que soit le vitrage, on est à peu près toujours aux alentours de 40 décibels. Voilà, à peu près. Alors, Alors, je reviens sur la question d'avant, c'est tout bon. Alors, on a une autre question. Que faire quand les architectes ou les maçons ne veulent pas d'entrée d'air dans la maçonnerie? Je vais être vulgaire, on est dans la merde. Ouais. Alors, je vais vous dire, hein, les architectes ou les maçons, c'est pas eux qui gouvernent l'acoustique, malheureusement. Donc, il y a des réalités physiques et puis des réalités pratiques devant lesquelles il faut toujours mettre ces gens-là. C'est-à-dire que quand vous ne pouvez pas réussir l'isolation acoustique par nos fenêtres, c'est souvent le cas. Quand on arrive à des isolations de façade qui dépassent les 36, 38, 39 ou 40 dB, on est parfois très embêté. Hein. Faut être clair. Et globalement, on est sûr qu'avec nos fenêtres, on ne va pas réussir. Alors les maçons, ils sont bien gentils, mais que nenni, hein. Je leur dis, moi, de toute façon, vous n'avez pas le choix. De toute façon, pour réussir l'objectif d'atteindre l'isolation qui est demandée par le maître d'œuvre ou l'architecte, on n'a pas le choix. Il faut absolument passer par une entrée d'air dans la maçonnerie. Pourquoi dans la maçonnerie? Parce qu'elle sera épaisse, cette entrée d'air, et ça vous permettra de mettre ce qu'on appelle des pièges acoustiques ou des pièges à son qui vont permettre au bruit d'être atténué sans que l'aérolique ne soit modifiée. Vous comprenez, à nos fenêtres, on nous a donné tous les challenges possibles et imaginables. Je vous l'avais dit l'autre jour, mais il serait bien plus simple de lister ce qu'on ne demande pas à une fenêtre que de ce qu'on lui demande. Donc, on nous met tout sur le dos. Donc, il y a un moment, messieurs, mesdames, il faut dire stop, non, ce n'est pas possible. Et vous l'écrivez et vous dites non, c'est pas possible. Et votre professionnalisme n'en sera pas mis en cause parce que vous dites que c'est pas possible. Et si vous avez des difficultés à le prouver, vous me passez un petit mail et puis je leur colle 3-4 fiches et puis ils vont vite comprendre. Non, mais il y a un moment, si vous voulez, vous avez raison, hein, on est tout le temps emmerdé par ça. Je suis d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord. J'en profite pour enchaîner sur la question qui suit. On sait très bien que la performance acoustique d'une fenêtre PVC est meilleure que celle en alu, surtout les gammes froides. Ma question, comment je pourrais optimiser le verre couplé au PVC face au vitrage dont on a besoin avec l'alu afin d'avoir la même performance acoustique? Alors, je suis désolé, mais je n'ai pas compris la question. Attends, je la relis. Je comprends pas l'objectif là. Ok. On va laisser peut-être le temps de reformuler. Oui, je veux bien parce que je ne sais pas quoi répondre. Alors, je vais donner quelques généralités. Hein. Okay. En attendant, la généralité, c'est vrai que l'aluminium étant un matériau rigide, acoustiquement, il transmet beaucoup mieux le son, dans tous les cas. Donc, on sait très bien que à vitrage égal, à dimension égale,
un système d'ouverture égal, les fenêtres PVC sont en moyenne bien meilleures que les fenêtres alu parce qu'elles sont moins rigides. Quand j'entends rigide, elles sont un tout petit peu plus élastiques, du coup, elles absorbent le son, c'est-à-dire elles jouent le rôle d'amortisseur. Bon, là, quelque part, le PVC s'impose. Il s'impose par sa nature même. Donc aujourd'hui, si vous avez 3 matériaux, c'est vrai que le PVC s'impose de par sa nature. Alors maintenant, donner des règles générales qui disent comment je peux faire pour avoir le même, j'en sais rien parce que les règles de calcul en acoustique ne sont pas aujourd'hui établies, elles ne sont pas précises et malheureusement, on est obligé de passer de manière quasi systématique par des laboratoires d'essais acoustiques qui nous disent « Ah ben voilà, ta fenêtre, dans ce cas-là, ben elle fait tant. » Et puis point barre. Et on est obligé d'accepter. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question. Hein. Est-ce que la personne a eu le temps de reformuler, ma chère Jeanne? Pas encore, mais il y a quelqu'un qui écrit, donc si c'est cette personne, on sera vite fixé. D'accord. Je crois, alors a priori, je ne crois pas qu'on ait de questions de retard, si ce n'est, on me demande de fournir le précédent webinaire, donc voilà, qui a bien plu. Certains bureaux de contrôle, c'est une nouvelle question. Certains bureaux de contrôle appliquent une correction de moins 1 dB sur les PV acoustiques selon la dimension de la fenêtre. Pourquoi cette règle n'est pas appliquée par tous les bureaux de contrôle? Alors, là, vous me l'apprenez. Si les bureaux de contrôle, ce sont eux qui font la physique, va falloir me le dire que je leur rentre dedans parce que ça commence à me gonfler. Ça, c'est un premier point. C'est pas les bureaux de contrôle qui font les PV. Donc, mesdames, messieurs, soyez certains et soyez certaines des PV acoustiques que vous recevez des labos cofraqués. Les labos de contrôle, à ma connaissance, pour certains, sont cofraqués dans le contrôle, mais ils ne sont pas cofraqués dans la performance. Donc, vous les envoyez balader. C'est extrêmement clair, ma réponse. Je suis désolé, hein, mais j'appelle un chat, si vous voulez. Ce n'est pas les bureaux de contrôle qui font la loi. Les bureaux de contrôle, eux, ils appliquent les règles relativement à ce qui les arrange. Mais non. Vous avez un PV qui sort, je ne sais pas moi, VK, enfin votre extrudeur vous donne les PVDC sur les fenêtres acoustiques, vous les appliquez, c'est vrai. Physiquement, ça a été vérifié, c'est cofraqué, ça sort d'un labo CSTB, FCBA, que sais-je, mais c'est des labos qui sont cofraqués qui vous disent le RATR, il est de temps, je ne vois pas de quel droit un labo de contrôle va retirer 1 dB. Non, mais de quoi je me mêle? On a un commentaire qui s'ajoute, pondération acoustique égale norme FN, alors excusez-moi, NF, pardon, EN 14351-1, moins 1, moins 2 ou moins 3 dB selon les dimensions. Alors, après, si c'est selon la dimension et la norme, là, je ne discute rien, mais j'avais compris que c'était le labo de contrôle qui, en fonction de son envie, pouvait les retirer. Alors, en effet, selon la norme et selon la dimension, vous pouvez avoir des corrections acoustiques qui s'appliquent sur une gamme de menuiserie. Mais ça, c'est normal, hein, parce que plus vous êtes grand, plus vous avez de chances d'être moins bon acoustiquement, donc vous pouvez avoir des corrections acoustiques qui s'imposent. Oui, mais votre gamiste vous les donnera, hein, ces règles. Hein. Donc, si vous voulez, vous appliquez, vous, les règles telles que le PVDC acoustique vous est fourni par le gamiste et telles que la norme va vous imposer. J'avais mal compris la question, je croyais qu'il le faisait de manière arbitraire. Donc, excusez-moi, je n'ai pas répondu à la question. C'est pas la même personne qui commente. Hein. C'est d'autres réponses qui viennent comme ça. D'accord. Je croyais que c'était un truc arbitraire. Non, je pense pas, mais… D'accord. Okay. Bon, désolé. Alors, mais on a d'autres questions. Quel est le meilleur vitrage à isolation phonique pour une fenêtre en PVC? Je sais pas répondre. Je dirais, moi, que c'est un feuilleté acoustique en vitrage 1 et en vitrage 2 aussi. Voilà. Alors après, c'est lourd. Après, c'est thermiquement un peu moins performant. Donc, un vitrage acoustique, c'est d'abord un vitrage
qui respectent un critère d'asymétrie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'asymétrie en acoustique? C'est-à-dire que le vitrage doit être épais quelque part et beaucoup moins épais de l'autre. Donc, un bon vitrage acoustique, un très très bon vitrage acoustique, c'est deux feuilletés dont l'un était épais, l'autre un peu moins épais. Voilà. J'enchaîne parce qu'il y en a d'autres. Je reviens sur la question qui était juste avant. Effectivement, c'est en application de la norme 14351. Cette correction doit-elle être appliquée au bloc B? Oui, il n'y a aucune raison. On l'a vu sur le diagramme. Ah oui, il n'y a aucune raison. Oui, il n'y a aucune raison. Oui, réponse oui. Pour la question que vous n'aviez pas compris tout à l'heure. Oui. Donc, en fait, par exemple, j'ai besoin d'une performance RW de 36 et j'ai besoin d'un vitrage d'épaisseur de 28 avec un film silence et un alu gamme froide. Si je propose le PVC en face, puis-je présenter comme argument un verre moins épais sans film de silence? Entre parenthèses, optimisation du vitrage. Alors, déjà, je suis désolé, mais on ne vous demande sûrement pas un RW. Déjà, dans la question, il y a une erreur. C'est-à-dire que ce n'est pas le RW qu'on vous demande, c'est sûrement le RATR. Donc ça, il y a un problème là-dessus. Maintenant, je ne me risquerai pas à répondre parce que je ne sais pas quel résultat ça va donner. Malheureusement, je le dis, malheureusement, seul le test en labo acoustique vous donnera le PV qui va vous rassurer sur la configuration que vous voulez proposer. Mais je ne sais pas répondre comme ça. Malheureusement, je ne sais pas. Il est possible qu'on ait des surprises, des bonnes surprises, ou peut-être une mauvaise surprise. J'en sais rien. Ça dépend aussi du nombre de gâches et de points de verrouillage sur votre menuiserie. Ça dépend de l'écrasement de votre joint. Ça dépend de plein de choses. Je suis désolé, je ne sais pas répondre à la question parce qu'elle est trop complexe. En tout cas, ce n'est pas une réponse qui peut être apportée comme ça. Non, je ne peux pas l'apporter comme ça. Il faut faire des essais. Alors, il y a donc très belle présentation. Ok, j'ai compris, on a besoin d'essais. Voilà. Malheureusement, oui. Oui. Bon, j'espère que ça vous a... J'ai l'impression qu'on n'a plus... Enfin, normalement, on a traité toutes les questions qui sont arrivées au fur et à mesure. Il n'y a plus personne qui écrit pour l'instant. Alors, si. On peut laisser peut-être encore 1 minute avant de clôturer parce que je pense que là, on est OK. Pour toutes les personnes qui ont assisté au webinaire, vous allez recevoir la présentation quand on aura clôturé l'événement, automatiquement dans votre boîte mail. Et pour la partie vidéo, je ne l'ai pas mise. Je vais d'abord faire un petit montage et je la rendrai disponible sur YouTube. Dans ces cas-là, il ne faudra pas hésiter à se signaler parce que je ne la mettrai pas en public. Voilà. Doit-il y avoir une pondération acoustique sur les CVR? Je pense que ça sera la question de la fin. J'ai un petit peu répondu sur les coffres de volets roulants via la règle professionnelle, mais pour être clair avec vous, il y a un CVR, un coffre de volets roulant, est testé de la même manière que la fenêtre. Donc les pondérations acoustiques sur les coffres de volets roulants sont déterminées avec le même logiciel qui est en vigueur pour la fenêtre, puisque c'est un logiciel qui va couvrir l'ensemble de tous les produits du bâtiment, d'enveloppe. Donc le CVR a les mêmes critères et répond aux mêmes critères que la fenêtre, de la même manière. Selon les dimensions, j'entends pas de normes aussi précises que pour les menuiseries. Alors en effet, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de normes aussi précises et selon les dimensions, il y a un moment, il faudra faire un test avec un bloc B, malheureusement, parce qu'on ne sait pas. Si vous voulez, on n'a pas aujourd'hui les règles de calcul qui nous permettent de manière certaine d'envisager la performance qu'aurait un coffre de volet roulant s'il faisait 1 mètre de plus, 50 cm de plus. On ne sait pas bien faire.
On n'a pas la connaissance scientifique aujourd'hui, malheureusement. Et croyez-moi, la complexité des thèses que je suis, moi, à titre personnel au niveau du CNAM, montre que on n'est pas au bout de nos peines parce que la propagation d'une onde acoustique dans un coffre de volet roulant, en plus où il y a plein de bazar là-dedans, il y a des tas de pièces, il y a des tas de trucs, c'est pas du tout évident physiquement de la prédire. Et aujourd'hui, les logiciels ne sont pas suffisamment performants pour pouvoir montrer cette atténuation et la prédire en fonction des dimensions. Donc malheureusement, il arrive un moment où il faudra faire des tests à chaque fois. C'est regrettable, hein, je suis d'accord avec vous. Hein. C'est regrettable parce que ça nous coûte une blinde à chaque fois. Hein. À chaque test qu'on fait, c'est 6 000 €. Hein. Donc c'est très cher. Malheureusement, je ne peux pas mieux répondre que cela. Est-ce que ça fait partie des modèles sur lesquels vous travaillez ou aujourd'hui Oui. Vous êtes sur... OK. Oui, ça fait partie des modèles sur lesquels on travaille. Oui. OK. On vous remercie pour la réponse. Et Virginie vous remercie en plus de vous féliciter. Bah, c'est gentil, c'est très gentil. Je pense qu'on peut conclure, si je vous laisse le mot de la conclusion. Alors écoutez, j'espère que ça vous donnera quelques clés pour répondre à des archis ou à des bureaux de contrôle. En fait, l'objet de ces webinars, c'est de rentrer un petit peu dans la technique, d'y rentrer de manière didactique et pédagogique pour pas vous engluer sous des tas de formules, mais de vous donner des clés pour que vous soyez capable de répondre et d'être armé. Et en plus, votre professionnalisme n'en sera que plus reconnu, simplement parce que vous arrivez avec de vrais arguments. Donc j'espère arriver à vous donner ça. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Pardon ? C'était super comme la première fois. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Donc, je vous dis au revoir à tous et à toutes. Et puis, écoutez, à une prochaine fois.